Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine en revue, mais aujourd'hui, on va aussi parler d'actualité en fonction de nos deux invités, deux anciennes femmes politiques. Mais donc, on va parler quand même des mesures Covid, du nouveau gouvernement de Croo. Et pour respecter les règles sanitaires, nous avons deux experts et deux invités. Salwa, bonjour. Bonjour. Voilà, parce que je dois dire les deux. Il faut dire les deux, c'est compliqué. Votre vrai nom, c'est Boujour, voilà. Journaliste, initiatrice notamment de la Safe Place de Molenbeek. On en parlera tout à l'heure. Paul Grosjean, rédacteur en chef de Lobby et animateur du Club Grand Place. Bonjour à vous aussi. Bonjour. On démarre avec les mesures Covid et la situation sanitaire inquiétante à Bruxelles. Mesures strictes mardi matin prises par le CNS et mesures encore plus strictes mercredi matin prises par le gouvernement bruxellois. Café et buvette fermés pendant un mois, match amateur indoor à huis clos, fin de la consommation de l'alcool en rue, bulle D4. Mais où est-on vraiment contaminé? On s'est posé la question. Fanny Rocher et Samia Erami y ont tenté d'y répondre. Un baryton qui chante, cela donne ça. Le nombre de gouttelettes qu'il émet est beaucoup plus important quand sa voix est plus haute. C'est clair que plus on parle et plus on parle fort, si on chante, on émet d'autant plus de particules. Donc les endroits où les gens ne portent pas de masque et vont beaucoup parler sont des endroits plus à risque de transmission. Discothèques et cafés sont donc fermés pour ces raisons évidentes. Et comme on consomme, on a forcément le masque qui est enlevé la plupart du temps. Les gens changent de table, vont aller reprendre un verre au bar. La promiscuité rend elle aussi le lieu plus contaminant. Espace limité également dans les transports en commun. Mais cela n'en fait pas pour autant un lieu de contamination. Je pense que les transports en commun ne sont pas un grand lieu. D'abord parce que les gens sont souvent seuls, ne parlent pas beaucoup, ne restent pas assis très longtemps. Du côté de la STIB, on rassure. Un nettoyage des véhicules et des stations est effectué chaque matin en profondeur. En plus, il y a une attention particulière qui est portée à tous les points de contact pour les voyageurs. Donc les mains courantes, les bars. En dehors de ces mesures, il y a bien entendu le port du masque. Des contrôles sont effectués tous les jours pour vérifier que les voyageurs portent bien le masque. Au final, la sphère familiale reste probablement le lieu le plus contaminant. On partage les mêmes canapés, donc la distanciation et le port du masque dans la sphère familiale, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas possible. D'où cette nouvelle restriction de 3 personnes en contact rapproché. Alors, Salwa Boujour, vous êtes de la jeune génération et on dit souvent les jeunes ne respectent pas les mesures. On dit d'ailleurs de manière habituelle les jeunes ne respectent rien. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ces prises de mesures très strictes? Bon, eh bien déjà, moi la première chose à laquelle je pense, c'est l'Horeca, qui a déjà vécu une période excessivement difficile pendant le lockdown. C'est l'un des secteurs qui a été le plus impacté et le plus rapidement impacté aussi. On a fermé très vite les restaurants, les hôtels, etc. Et je pense qu'on oublie quand même souvent qu'il y a des gens derrière ces restaurants, ces cafés, etc. Et j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram quand j'ai partagé cette information de familles qui me disaient, écoute, il y a des gens derrière ces restaurants et on en vit en fait. Il y a des familles qui ne vivent que de ça en tant qu'indépendants et ça va être hyper difficile pour ces familles-là de pouvoir survivre. Après ici, je pense que ça a été une bonne chose de la part de BX1 de réaliser ce reportage pour savoir où est-ce qu'on est le plus contaminé finalement? Parce qu'il y a quand même un point d'interrogation autour de cette contamination. Et ici, j'apprends que manifestement, dans les transports en commun, on n'est pas hyper contaminé. Et qu'il y a moins de risques en fait. Qu'il y a moins de risques, parce que je pense que les gens se posent quand même cette question de se dire mais pourquoi l'Horeca? Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas les conférences qui rassemblent aussi par exemple pas mal de gens dans les universités, même si la majorité des cours pour l'instant sont faits à distance, il y a quand même des cours en présentiel aussi et il y a encore des conférences qui sont données à l'heure actuelle par exemple. Donc vous voudriez qu'on confine davantage alors? Je ne voudrais pas qu'on confine davantage. Je suis plus favorable à une communication où on explique aux gens le pourquoi du comment, pour pouvoir les rassurer, mais aussi pour qu'ils comprennent tout simplement. Je pense que c'est quand même primordial. Paul Grosjean? Oui, donc moi aussi, je pense à toutes ces personnes dans les bars qui sont
impactés par cette mesure, évidemment. Mais en même temps, ça me fait penser, ça met au goût du jour, je dirais, ce que j'appelle la communauté métropolitaine bruxelloise. Donc, je vais m'expliquer. C'est que maintenant, on dit, mais oui, peut-être que les gens vont aller dans les bars, dans la périphérie, du côté de Drogenbos, de Rode, de Krenem, ou même dans le Brabant wallon, dans le Brabant flamand. Et en fait, tout ça, c'est la communauté urbaine de Bruxelles, que beaucoup de gens nient, entre guillemets, mais on voit la conséquence ici. Et ce serait peut-être intéressant que les gens se parlent au sein de cette communauté pour gérer ce problème de santé publique, comme ils l'ont fait pour la forêt de soigne, comme ils le font peut-être pour la mobilité, etc., etc. Donc je trouve que gérer une pandémie, ça mérite aussi de collaborer et d'être solidaire. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités, deux femmes anciennes politiques, mais qui gardent toujours un intérêt pour ce genre de questions. Alors nous recevons Fatia Saïdi, qui était députée régionale, écolo puis PS, et Shfin Aever, qui était aussi sénateur honoraire et qui est autrice ou auteur, on peut dire les deux, d'un livre qui va sortir la semaine prochaine, Dans la peau d'une femme mendiante. On en parlera tout à l'heure. Et à ses côtés, Fatoumata Fati Sidibé, qui, elle, fut députée régionale défi pendant 2 législatures, si je ne m'abuse, et qui est également auteure et autrice, puisqu'elle sort un livre qui s'appelle La voix d'une rebelle, où elle se raconte. C'est une espèce d'autobiographie. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais tout d'abord, mesdames, j'ai commencé par vous, Fatia Saïdi, par rapport à ces mesures qui sont prises par le gouvernement bruxellois, est-ce que vous suivez totalement ce que décident vos ex-collègues politiques, ou est-ce que vous mettez ça en cause ? Ce serait le comble pour une personne qui a fait de la politique pendant 20 ans de remettre fondamentalement en cause ce qui se passe. Donc oui, j'essaie vraiment d'être très très attentive à toutes les mesures, mais je dois avouer que depuis quelque temps, ça devient un peu difficile. Pas pour moi qui suis l'actualité, mais je vois autour de moi, entre autres, mes parents ou les personnes qui ont un peu moins de bagages culturels et de ressources, que ça devient vraiment très très difficile d'expliquer ces mesures qui changent régulièrement et nos habitudes aussi qui changent maintenant, je ne vais pas dire pratiquement tous les jours, mais voilà, on doit resserrer la bulle, on ne peut plus aller dans les cafés, donc tout cela est très très perturbant, oui. Mais du coup, on ne le fait plus ? Ah non, je n'ai pas dit qu'on ne devait plus le faire, je dis simplement que ça devient peut-être plus difficile à appréhender et c'est devenu plus difficile d'avoir vraiment, de se dire, bon, maintenant, je ne peux plus faire ceci, mais la bulle est passée à 3, donc c'est assez perturbant. Et il y a des personnes pour qui c'est très, très difficile d'avoir encore l'accès à l'information. Et vous, Fatoumata Sidibé, est-ce que vous aussi, vous êtes un peu désemparé devant ces mesures ? Je pense l'être comme beaucoup de citoyens et citoyennes. J'ai l'impression qu'on navigue un peu sans boussole, et c'est normal face à une pandémie qui met un peu à rude épreuve notre capacité de résistance, mais aussi de s'adapter. Et c'est vrai que cette nouvelle mesure qui a été prise est prise parce qu'on est confronté à une montée en flèche des cas de Covid. Et donc, il faut prendre des décisions pour éviter effectivement qu'il y ait un lockdown général. La décision, elle est violente, elle est brutale parce que du jour au lendemain, elle a été décrétée. Elle est violente au niveau psychologique, au niveau économique, au niveau social. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour dire que c'est injuste parce que c'est seulement un certain secteur qui est touché. On sait que le secteur Horeca, en tout cas, ils ont mis beaucoup de mesures au niveau des distanciations sociales, au niveau des vitrages. Les gens sont assis, quand ils se lèvent, ils ont un masque. Et il est vrai que les cafés, les bars en général, sont des lieux où il est vraiment difficile d'avoir une distance sociale. Et j'en ai pour preuve que chaque fois que j'y vais, bon, j'en ai profité bien sûr après le Covid, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pas évident parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut vous dire bonjour, faire la bise, et c'est toujours wow, on attend. Donc, je crois vraiment qu'il faut aujourd'hui que des mesures, effectivement, soient prises pour accompagner justement ce secteur qui a déjà bien souffert, et qui risque effectivement d'avoir des cas de faillite, des cas vraiment de sociaux,
Et il faut, en tout cas, que la communication, elle passe, qu'on rassure les citoyens. D'un côté, on vous dit aussi, on peut enlever le masque dès le 1er octobre. Hein, et d'un côté, on vous dit, on ferme les bars. Donc, il y a quand même des injonctions qui sont assez mal comprises. Oui, des injonctions paradoxales. Tout à fait, mais en même temps, voilà, c'est parce qu'on ne sait pas trop bien où on va. Paul Grosjean. Je trouve que quand une autorité prend une décision qui impacte un secteur, elle devrait en même temps annoncer les mesures économiques pour compenser. En France, ils le font. Donc il y a le ministre de la Santé qui vient annoncer une mesure, et puis il y a Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui dit ce qu'il va faire pour soutenir le secteur. À Bruxelles, évidemment, ça se passe un peu différemment. Pour être juste, la ville de Bruxelles a réagi le lendemain de l'annonce. Je parle de la région, évidemment. Et la région annonce que la semaine prochaine, elle annoncera les mesures d'aide qui seront données aux cafés. Ça devrait se faire en même temps. Ça devrait se faire en même temps. Ça doit bouger. En parlant justement des mesures qui devraient accompagner les personnes qui sont plus impactées par les mesures sanitaires qui sont prises, je pense qu'on devrait aussi parler des syndicats qui sont absolument overbookés et qui sont les premiers à qui on s'adresse quand on est soit qu'on perd définitivement son emploi parce qu'on met la clé sur la porte, ou alors qu'on est en période temporaire de chômage technique. J'ai le sentiment qu'ils sont absolument overbookés et injoignables aussi, parce que la plupart des syndicats n'ont pas encore ouvert les portes. Les services sont pour la plupart... Oui, vous parlez de tous les paiements, par exemple, voilà, des indemnités de chômage. Ouais. Vous avez raison. Il n'y a pas que les syndicats, les mutualités aussi ont énormément de difficultés à ouvrir leurs bureaux. Donc non seulement eux sont overbookés, mais c'est hyper difficile de les joindre aussi. Et on parlait tout à l'heure de différences et d'inégalités. Il y a des personnes qui vont réclamer leurs droits et qui vont insister parce qu'elles savent comment le système fonctionne, qu'elles ont accès aussi à un téléphone, à un ordinateur pour pouvoir faire les demandes en ligne. Mais on a aussi toute une partie de la société qui n'a pas ces privilèges-là et qui va d'autant plus en souffrir. Et je pense que c'est important de le mentionner. Fatia Saïdi, là-dessus, il y a aussi des efforts à faire en la matière. Oui, absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par ma collègue. Il y a des inégalités, en ce compris dans le confinement. Durant le confinement aussi, nous n'avons pas été égaux face au confinement. Il y a des familles qui sont totalement désemparées. Il y a des familles monoparentales. Il y a des familles qui se retrouvent avec des enfants handicapés. Et donc, je pense que le coronavirus a été vraiment un marqueur de ces inégalités, et j'espère que la seule chose positive que nous allons en sortir de ce coronavirus, c'est de se rendre compte combien ces discriminations, ces inégalités persistent dans notre société, et qu'en temps de crise, elles sont encore plus fortes et plus violentes, et combien aussi tous nos réseaux de communication ne sont pas adaptés pour toutes nos catégories de population. Donc il faut adapter à chaque type de population. Et donc je pense que nous devons en tout cas réfléchir à cette communication pour qu'elle soit vraiment la plus incluante possible. Et je pense que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Tous les jeudis, il y a commission Covid au Parlement bruxellois. C'est d'ailleurs diffusé sur les antennes de BX1 pour les fanas qui veulent absolument suivre ça de près. Et Fatoumata Sidibé, on a dit beaucoup qu'on devrait mieux communiquer vis-à-vis de toutes les populations de Bruxelles, et que souvent, on oublie, il y a beaucoup de langues à Bruxelles, il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement le français, ni le néerlandais, ni l'anglais, donc il faut pouvoir toucher tout le monde. C'est difficile. C'est difficile, mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées au niveau justement quand il y a des conférences de presse, quand il y a le gouvernement qui annonce les mesures qui sont faites. Mais en dehors de ça, je n'ai pas le sentiment que l'information percole vraiment vers les populations. Il y a certaines communes qui sont très touchées. Alors la question est comment est-ce qu'on explique que certaines communes soient plus touchées que d'autres, et si oui, comment mettre en place des mesures justement pour informer. Moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est un peu au petit bonheur de la chance, puisque les gens sont désemparés, ils sont mal informés, et surtout, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'on voit que les cas augmentent, les cas de Covid augmentent. On aurait aussi rassuré aussi que parallèlement à ça, il y a sans doute aussi moins de décès. Donc il faut aussi il y en a quand même, mais il y en a moins. Oui, il y en a quand même, mais il faut aussi rassurer les populations. Et puis la fermeture aujourd'hui des bars et des cafés et salles de fête, c'est pour éviter un lockdown. On n'est pas sûr que dans un mois, la situation va se recentrer. Donc je pense qu'il faut effectivement que dans les différentes communes, il y ait vraiment des relais qui puissent effectivement toucher toutes les personnes, aussi au niveau des tests Covid, parce que ça c'est important d'en parler. Moi j'ai fait un test il y a quelque temps, parce que j'avais été en lien avec quelqu'un qui était positif.
Ça a pris du temps pour avoir la prescription via le médecin qui me l'a envoyé par mail, puis effectivement faire la file pour faire la prise de sang, et résultat, 5-6 jours après. Bon, pendant ce temps-là, on reste en septaine en attendant d'avoir les résultats. Vous avez de la chance d'avoir pu le faire, parce qu'il y a encore des gens qui attendent. Donc il faut aller plus vite aussi. Céloi Bougeot, je trouve que c'est intéressant de dire, il y a quand même des communes effectivement qui sont plus touchées que d'autres. On voit notamment, on a parlé de Saint-Josse, maintenant on parle de Molenbeek, des communes très denses. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? La densité, l'âge peut-être des moyens dans ces communes aussi, peut-être une grande jeunesse? Bien, je dirais que si on regarde un petit peu au niveau de la démographie et de la géographie, ce sont des communes qui se retrouvent dans le croissant pauvre. Et dans le croissant pauvre, en général, les personnes sont négligées, elles n'ont pas accès à tout un tas de choses, d'informations, des soins, etc. Donc à voir, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Il y a aussi beaucoup de vie dans ces quartiers-là et beaucoup de cafés. Et manifestement, c'est dans l'Horeca qu'on est le plus susceptible de contracter le coronavirus. Après, à voir aussi... d'un point de vue toujours communicationnel par rapport aux médecins. Donc, vous avez mentionné le fait d'avoir fait un test. J'ai aussi fait un test. J'ai contracté le coronavirus. Et j'ai été très étonnée de voir que les médecins n'étaient pas tous alignés. Et que, par exemple, moi, on m'a dit que le temps que je devais attendre les résultats, je ne pouvais pas sortir et que j'étais déjà en quarantaine. Mais d'autres personnes, par exemple, elles ne devaient pas être en quarantaine. Et, donc, le son de cloche est très différent en fonction des médecins aussi. Donc, ça peut aussi expliquer... C'est vrai que c'est complexe et flou, finalement. Voilà. Alors, autre grand sujet de la semaine, c'est la mise en place du nouveau gouvernement fédéral, le gouvernement De Croo, et une communication un peu différente, on a vu au CNS, en matière de Covid. On a vu notamment un ministre de la Santé, chose qu'on n'avait plus vue depuis pas mal de mois, très présent, et un Premier ministre qui a tenté de donner un nouveau ton. Exemple. La situation dans notre pays est préoccupante et elle est grave. Nous voyons que quasiment partout dans notre pays, le nombre de cas est en augmentation. Nous voyons que le nombre d'hospitalisations est en croissance. Et nous voyons aussi que le nombre de décès dans les hôpitaux est en hausse aussi. Dans certains hôpitaux, la situation est vraiment critique. Nous devons tout faire pour que la propagation, qui est en pleine accélération maintenant, pour arrêter cela. Et pour arrêter cela, le comité de concertation a une réunion et on a décidé que donc certaines mesures qu'on a prises, qu'on va rendre ces mesures plus strictes. Voilà, donc des mesures plus strictes et on l'a dit très clairement, pour sauver les entreprises et les écoles. Est-ce qu'on a raison de sauvegarder, Fatia Saïdi, l'activité économique, sauf les cafés, et les écoles? Je pense qu'on a raison de sauvegarder une vie, en tout cas. Et la vie passe aussi par la vie économique, mais la vie passe aussi par la vie culturelle. Et là, je vois qu'il y a quand même encore des efforts qui sont faits et on essaye encore de préserver cette vie culturelle. Et les écoles, oui, je pense que les écoles, c'est fondamental. On l'a vu aussi pendant le confinement, toute une série de personnes qui se sont révélées, toute une série de personnes, qui ont, à un moment donné, ont craqué. Parce qu'on n'est pas, lorsqu'on est parent, on n'est pas spécialement instituteur, on n'est pas pédagogue. Et donc, on a vu aussi les inégalités qui allaient se creuser avec des enfants qui bénéficiaient de plus de ressources que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux garder des écoles ouvertes. Moi, je pense que les écoles doivent rester ouvertes et agir au cas par cas. Tant pour les parents que pour les enfants, que pour la scolarité, que pour le décrochage scolaire. Et donc voilà. Mais maintenant, on voit quand même aussi qu'il y a des chiffres qui sont assez alarmants. On se demande vers où on se dirige. On va voir déjà l'effet des mesures strictes qui ont été prises et voir si c'est un effet positif. Fatoumata Sidibé, ce nouveau gouvernement fédéral qui a mis très longtemps à être créé, même si vous aviez continué la politique, vous ne seriez pas dans la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez, vu de l'extérieur comme ça, ce gouvernement paritaire avec autant d'hommes et de femmes? Eh bien, je voudrais commencer par rendre hommage à Sophie Wilmès,
qui a vraiment fait un travail extraordinaire, qui a été envoyé au front au plus dur de la crise du Covid, et qui a vraiment montré un visage humain, un visage compréhensif, et qui a pu rassurer, il a pris des mesures qu'il fallait. Et donc, vraiment, c'est important de rendre hommage au travail qu'elle a fait. Alors, bien sûr, on a un nouveau gouvernement. Enfin, on ne peut que s'en réjouir. Et pour la première fois, nous avons un gouvernement fédéral paritaire. Donc c'est vraiment une avancée extraordinaire, avec un Premier ministre qui se dit féministe et qui l'est effectivement, donc ça change la donne, avec des femmes qui ont des fonctions régaliennes, il y a la défense, il y a les affaires étrangères, une présidente du Sénat, et donc vraiment je crois qu'il y a une avancée importante là, une volonté en tout cas de redonner, de donner aux femmes la place qui est la leur. Et moi je pense que par rapport à cette offensive qui est menée, eh bien, on a besoin des forces masculines pour effectivement aller plus loin. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est prêt pour un programme ambitieux et qui a aussi mis dans son programme pas mal d'avancées en termes de droits des femmes. Donc, vous êtes très favorable à ce gouvernement. Et vous, Fatia Saïdi? Mais je suis aussi très favorable à ce gouvernement parce qu'enfin, il est là. Il est enfin là dans une période quand même de crise qui est une crise historique pratiquement et que les gens attendaient ce gouvernement. Je suis très contente, bien évidemment, en tant que femme et en tant que féministe, que ce gouvernement soit paritaire. Mais je regrette cependant quelques petits ratés qui se sont déroulés et qui ont quand même démontré de manière très symbolique que les femmes sont restées trop souvent des supplétives. Et je fais bien sûr allusion à cette ministre qui a été dégommée en quelques instants pour dire tiens, il y a un ministre qui sort et on va le recaser. Mais finalement, elle est restée. Elle est restée parce que la loi l'a sauvée. Et donc ça, je trouvais qu'en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, dont notre société aujourd'hui se gausse tout de même, je trouvais que c'était vraiment une très très mauvaise image. Oui, et mais vous croyez que ça ne serait pas arrivé à un homme? Je ne pense pas que ce serait arrivé à un homme. Alors peut-être quelques bémols sur ce gouvernement de l'autre côté de la table, Céloi Boujoux, une remarque à faire sur ce gouvernement de Croo? Eh bien, je pense qu'on a réuni des féministes autour de la table, donc évidemment, comme donc vous êtes content. Comme Fatia et comme Fatih, je pense que c'est un message positif qu'on envoie à la société, parce que la politique, c'est l'un des piliers de notre société, un pilier visible, donc on atteint un semblant de représentativité, donc en termes d'égalité homme-femme, mais aussi en termes de diversité, donc ethnique aussi, même si c'est pas parfait, et en termes de genre aussi, on a une personne transgenre, c'est aussi important de le souligner. Oui. Donc c'est un message important qu'on envoie, un message de positivité, surtout dans ces temps qui sont durs, et j'en profite pour souligner à quel point il est important que un tel pilier de la société puisse représenter les gens qui sont justement en attente de tout un tas de réponses et de pouvoir s'identifier aussi aux personnes qui dirigent leur propre pays. Maintenant, je pense que l'un des challenges de ce gouvernement qui s'est fait attendre, c'est qu'il émerge en pleine crise, en fait. Donc, à voir. Donc, d'un point de vue de représentativité, c'est donc la symbolique est bonne. On va surveiller ces actions. Je suis en attente de résultats, évidemment. Et que dit le féministe Paul Grosjean? Je salue le féministe Alexander De Croo, qui a écrit un livre sur les femmes, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Fatoumata que c'est quand même un progrès dans la société belge, ça c'est évident. Non, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on avait dit qu'il faut absolument un gouvernement parce qu'il faut un plan de relance économique. On a pris les mesures d'urgence, on a géré la crise, et je crois que ça a été fait pas mal avec le droit passerelle, etc., le chômage temporaire. Mais maintenant, il faut, comme dans tous les pays, en Europe, en France, en Allemagne, un plan de relance. Et moi, je ne le vois pas dans le programme de gouvernement. Il y a un secrétaire d'État qui est très très bien, qui est proche de Paul Magnette, qui doit s'en occuper, etc. Il y a le PS qui est un peu à la manœuvre à ce niveau-là, mais le plan, il n'est pas encore là. Et ça devient vraiment urgent de relancer l'économie. Parce que je n'aime pas les gens qui opposent la santé et l'économie. C'est la même chose. Les gens qui tombent en faillite, ils vont avoir des problèmes de santé, ils sont précarisés. Et donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y a les horribles capitalistes d'un côté et les gentils qui défendent la santé de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens derrière tout ça. Et donc, moi, j'attends avec impatience ce plan de relance économique. Et alors, on parle de gens qui tombent dans la précarité.
ou qui vont tomber dans la précarité, qui vont tomber dans la pauvreté. La semaine prochaine, le 17 octobre, c'est la journée de du refus de la pauvreté. Et je voulais en parler aujourd'hui, car Fathia Saïdi, dans votre nouvelle vie, vous écrivez des livres, hein, et la semaine prochaine, vous publiez Dans la peau d'une femme mendiante, à la boîte à Pandore. Et justement, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu quelle était votre démarche, parce que pourquoi vous êtes mis à la place d'une femme mendiante? Pourquoi cette démarche? Mais écoutez, c'est parti en fait d'un épisode que j'avais vécu avec ma famille, avec mes filles plus précisément. Nous avons vu une femme qui mendiait dans les rues bruxelloises. Vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, il y a beaucoup de femmes qui mendient et il y a beaucoup d'hommes qui mendient dans nos rues. Mais cette femme était vraiment dans une véritable détresse et elle nous a vraiment marqués parce qu'elle hurlait dans la rue et elle se tapait la tête contre un feu rouge. Et donc c'était vraiment une image hyper choquante et hyper traumatique. Et j'ai eu les cris de cette femme pendant des jours et des jours dans les oreilles. Je suis retournée sur les lieux pour la trouver, pour la retrouver. Malheureusement, elle n'était plus là. Et j'ai eu durant des jours et des jours toute une série de questions qui m'ont animée, auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Mon malaise personnel face à des personnes qui mendient. Est-ce que je dois donner? Est-ce que je ne dois pas donner? Comment se sent-on quand on mendie? Quel est le regard de l'autre? Comment est-on perçu? Comment est-ce qu'on perçoit les autres? Et j'ai vraiment tourné toutes ces questions dans ma tête et je me suis dit, je vais aller tester moi-même cette réalité de mendicité, avec les limites. Et je l'ai dit vous l'expliquez très clairement et je l'explique dans le livre. Mais d'ailleurs, vous ne l'avez pas fait longtemps parce que c'est quasiment insupportable. Je l'ai fait pendant 4 jours et au bout de 4 jours, j'ai arrêté. Et mon éditrice m'a remis le pied à l'étrier parce que j'ai pu compter sur son soutien. Et je l'ai fait pendant 6 jours. Mais écoutez, qu'est-ce qui est plus dur? C'est que vous n'existez pas. Vous n'existez pas en tant que personne, vous n'existez plus en tant qu'humain, vous n'appartenez plus à la race humaine. J'avais le sentiment d'être là, sur ces trottoirs d'une rue de Namur. J'étais un sac poubelle. Et lorsque j'ai été rencontrée, parce qu'il y a beaucoup de témoignages dans ce livre pour tenter d'expliciter le phénomène de la pauvreté, il n'y a pas que cette expérience. Lorsque j'ai été rencontrer un psychanalyste et un psychiatre, le psychiatre m'a parlé de déchets. Et je me suis dit, ben oui, c'est exactement comme ça que je me suis sentie. Je me suis sentie vraiment larguée de tout. Alors il y a eu des moments très, très chouettes d'empathie, de personnes qui sont passées, qui sont venues me parler, mais elles étaient minoritaires. Ce sont des gouttes d'eau. C'était le plus grand ce que j'ai perçu le plus, c'était le mépris, c'était l'indifférence et c'était le sentiment de ne pas exister. Ce que vous vouliez, enfin ce que veulent aussi les mendiants, les hommes, les femmes, c'est un regard, finalement, un regard plein de bienveillance. Fatoumata Sidibé, souvent, il y a des gens qui ont peur, ils ont peur de tomber dans la mendicité, justement. Est-ce que c'est une matière sur laquelle vous avez déjà réfléchi, vous pas spécialement de cette peur-là, mais est-ce qu'on en fait assez pour les gens qui sont obligés de faire de la mendicité dans la rue? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes de mendicité. Et il y a des personnes qui, depuis très longtemps, sont dans la rue et sont en décrochage social, économique. Il y a d'autres qui y tombent par le fait dramatique d'événements dans leur environnement, leur famille. Et c'est vrai que c'est une peur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont au seuil de pauvreté. Il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des drames familiaux, il y a des faillites. Qui font qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont même plus en mesure d'aller réclamer les droits qui sont les leurs. Le droit social, un CPS, un accompagnement. Et j'ai rencontré, c'est vrai que quand j'étais au Parlement, la question de la pauvreté est une question qui m'a aussi toujours, enfin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, ça touche, ça parle, ça fait peur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces personnes qui m'ont dit,
c'est intéressant ton travail parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment sont-ils tombés dans la mendicité? Et comment peut-on faire en sorte que les personnes ne tombent pas dans la mendicité? Et donc, il y a un travail à faire en amont d'abord, parce qu'après, il faut réparer les pots cassés, il faut trouver des logements, la question de la santé, et puis la question aussi de l'abandon social et humain. Et ce qui me frappe souvent, c'est que quand on rencontre ces personnes qui mendient et qu'on les regarde dans les yeux, on se rend compte que ce qu'ils attendent aussi, c'est une humanité, être reconnu en tant que tel. Et pas seulement donner une pièce comme ça avec mépris, mais dire donner une pièce en ayant le respect de la personne humaine. Et là, c'est honteux que dans nos démocraties aujourd'hui, il y ait tant de mendiants, et il y a également la question, évidemment, des réfugiés et des sans-papiers qui, aujourd'hui, effectivement, n'arrangent pas la donne. Mais Fathia Saïdi, ce qui est important à dire aussi, c'est que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent d'être mendiant. Parce que souvent, les gens croient, ils gagnent beaucoup d'argent, et voilà, ils ne doivent pas mendier longtemps. En fait, en 5 heures, vous gagnez 1 euro, 2 euros maximum. 12 euros en 6 jours. Oui, c'est pas grand-chose. Ou bien j'ai été une très mauvaise mendiante, ou bien ça fait partie des réalités, mais je ne pense pas que j'ai été une très mauvaise mendiante. Je pense qu'en tant que femme, j'ai peut-être touché davantage qu'un homme qui mendie. Mais lorsque je me suis retrouvée devant la cathédrale Saint-Aubin, il y avait, comme le disait très justement Fatoumata, il y a beaucoup de formes de mendicité. Il y a de l'occasionnel, il y a la personne qui fait la manche, il y a la personne qui mendie vraiment. Donc il y a plusieurs formes de mendicité. Et lorsque j'ai rencontré un de mes congénères ce dimanche-là devant la cathédrale Saint-Aubin, il m'a dit, moi je ne vais plus mendier dans les rues. Je viens simplement devant l'église parce que j'ai fidélisé un public. Et là, je suis sûre de me faire 12 à 20 euros sur mon dimanche et je ne vais plus dans la rue parce que ça ne rapporte plus rien. Mais ce qui est interpellant aujourd'hui, c'est cette précarité plus grande. On parlait tout à l'heure du Covid. Il y a une étude qui vient d'être faite il y a quelques jours où on vous dit on va avoir 15 millions de personnes qui vont tomber sous le seuil de la pauvreté en plus à travers le monde, heureusement. Donc 15 millions de personnes, le seuil de pauvreté étant compris à 1,60 €. Je pense que ce sont tout de même des choses qui doivent nous interpeller, qui doivent nous rendre sensibles à ces réalités que traversent des milliers de personnes à travers le monde. Et rien qu'en région bruxelloise, nous avons 4000 personnes dans les rues de Bruxelles. Ça, ce sont seulement ceux qui sont dans les rues. Ça, ce sont ceux qui sont dans les rues, sans compter les autres. Donc, je recommande la lecture de votre livre, pas tout de suite, puisqu'il sort la semaine prochaine, bien sûr. Et je vous propose à toutes les deux, maintenant, les têtes d'affiche. C'est une galerie de portraits de personnes qui ont fait l'actualité. Vous en choisissez un ou une qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par Fatoumata Sidibé. Je vous propose Christophe Daas, le bourgmestre d'Alos, qui préfère les chars antisémites aux patients bruxellois. Amélie Nothomb, l'écrivaine, victime d'une rumeur sur un décès plutôt farfelu. Sven Gatz, le ministre du budget, Covid positif, comme son ministre-président. Ou Edil Van Halen, le guitariste du groupe éponyme connu pour énormément de solos et de riffs de guitare. Alors, qui choisissez-vous? Christophe, Amélie, Sven ou Eddy? Eh bien, honnêtement, mon choix irait au guitariste, donc à l'artiste, parce que je pense qu'aujourd'hui, en ces temps de Covid, justement, s'il y a un secteur qui est encore dans la nébuleuse, c'est le secteur culturel, qui est pourtant indispensable. C'est une bouffée d'oxygène indispensable, et les mesures qui sont prises par rapport à ce secteur sont sans doute les moins claires, les moins évidentes. Et donc, voilà, j'aimerais rendre hommage à toutes celles et ceux qui font que, comme disait Churchill, si on ne se bat pas pour la culture, alors pourquoi se bat-on? Mais vous n'êtes pas spécialement une fan de hard rock Non, pas forcément, mais je suis pour le soutien des artistes. À tous les points. Alors vous, Fathia Saïdi, je vous propose 4 autres personnalités. Serge Aimé Koulibaly, le chorégraphe, Golden Donor au récent African Artistic Awards. Pedro Facon, Monsieur Covid, nommé par le gouvernement fédéral. Ou Tine van der Straten, une ministre fédérale bruxelloise néerlandophone, c'est assez rare au fédéral. Ou enfin Kenzo, le couturier décédé le week-end dernier. Qui choisissez-vous? Serge Aimé, Pedro, Tine ou Kenzo? Je vais prendre Tine, parce que c'est une femme politique
et parce que je pense qu'elles ont encore beaucoup de défis et d'enjeux à relever, parce que je sais aussi combien la politique est un monde encore très difficile pour les femmes. On va en parler. Est encore un monde où on doit s'imposer davantage, où on doit travailler davantage également. Et donc voilà, je rends hommage à cette femme et je lui souhaite aussi, comme à toutes les autres femmes et comme à tout le gouvernement, beaucoup de succès, parce que leur succès, c'est le nôtre aussi en tant que société tout entière. Alors, 5 infos dont on a parlé cette semaine. Quelle info vous a ravi ou vous a peut-être énervé? D'abord, la cérémonie des Magritte qui était annulée pour Covid. Les tickets Stib uniques qui seront plus chers. Un G11 pour Georges-Louis Boucher, OMR. Aube Dorée, le parti d'extrême droite déclaré illégal en Grèce, ou Beaux-Arts qui est en crise avec un Paul Dujardin sur la sellette. Qui choisissez-vous? Fatia Saïdi, on va commencer par vous. Je vais encore rester dans la politique et je vais malheureusement évoquer Georges-Louis Boucher, qui je pense en des temps où nous devons vraiment, où le politique en tout cas doit vraiment montrer... je ne vais pas dire l'exemple, ce n'est pas l'exemple que je voudrais dire, mais où le gouvernement et le monde politique doivent vraiment être un tuteur et être vraiment quelque chose auquel on se réfère en tant que citoyen dans un cadre de crise très grand, ne l'oublions pas. Je pense que la politique a été vraiment très, très, très fortement... été ébranlé ces derniers temps en termes de confiance, et je trouve que c'est regrettable, surtout en ces moments-ci où l'on doit vraiment restaurer la confiance. Fatoumata Sidibé, vous, une info parmi celles-ci, autre que Georges-Louis Boucher? Zut alors. Oui, voilà. Non, je plaisante. Non, moi c'est la cérémonie des Magritte qui est annulée, donc j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'y assister. Elle est annulée, mais elle est reportée bien sûr en 2021, et ils vont organiser toute une série d'activités autour de l'événement, et en soi ce n'est pas une mauvaise chose parce que ce sera l'occasion de se réinventer, de se renouveler. Merci à toutes les deux. Alors il y a 2 ans, vous étiez toutes les deux encore actives en politique, et donc la question simple pour vous deux, je vais commencer par vous, Fatoumata Sidibé, est-ce qu'il y a une vie après la politique? Alors il est sain d'avoir une vie avant et après la politique. La politique est un mandat, c'est un passage, c'est un témoin qu'on doit donner. Il est important que les politiques quittent les pas de danse tant que leurs pas plaisent encore. Et donc oui, pour moi qui viens du monde associatif, et je pense que c'est valable pour beaucoup de gens qui débarquent en politique après une vie bien chargée, c'était important, c'était une expérience extraordinaire. Et évidemment, je l'ai vécu comme étant aussi un honneur. Et même si j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ces 10 années passées, mais pour moi, ce qui est difficile, c'est d'y rentrer. Pour moi, c'était dur d'y rentrer. Une fois qu'on y est, on assume. Et finalement, le choix est pensé, réfléchi. Je m'étais donné 2 mandats, en fait. 2 mandats, c'est déjà énorme. Est-ce que j'aurais fait un 3e mandat? Sans doute que j'aurais été au bout du 3e mandat, parce que je vais au bout des choses que je mets en place. Mais il se fait que je n'étais plus alignée avec moi-même et que je voulais partir pour être plus près de ce que je suis, de ce que je veux, de ce que je vaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites maintenant? D'abord, ce que je suis, c'est-à-dire que je voulais être alignée avec mes valeurs de respect, de dignité, de respect de moi-même, et que je voulais aussi être libre, reprendre ma vie, avoir d'autres projets, et aussi parce que je ne voulais pas être limitée à la politique. La politique est un monde dans lequel on vous cadenasse, comme s'il n'y avait rien avant et après. Alors maintenant, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi, puisque c'est un choix que j'ai fait. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je n'ai pas encore fait dans ma vie. J'en ai fait des choses dans ma vie. Et là, c'est clair que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne dirai pas plus maintenant, mais j'ai envie d'explorer d'autres pistes. Voilà. Une annonce lancée par Fatoumata Sidibé. Si vous avez des projets ou du financement, elle est prête. Et vous, Fatia Saïdi, vous avez eu plus d'années de politique. Vous avez arrêté vous aussi de votre plein gré. Est-ce qu'il y a une vie après la politique?
Bien sûr, et je rejoins tout à fait Fatoumata quand elle dit il y a une vie avant et il y a une vie après. Et je pense que ce qu'il faut surtout pas, il ne faut surtout pas rester accroché à un siège parce qu'on veut faire de la politique et le faire jusqu'à la fin de sa vie parce qu'on ne sait faire que ça. Pour moi, la politique n'a jamais été un métier. Et encore aujourd'hui, je réfléchis en ces termes-là, et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir faire de la politique. Et je trouve qu'elle devrait être accessible à tout un chacun, à chaque citoyen qui veut, chaque citoyen, chaque citoyenne qui veut en faire, évidemment. C'est une très très belle école. Et quand on le fait avec ses tripes, quand on le fait vraiment avec le sentiment de vouloir participer à la création d'un monde inclusif, d'une société inclusive, je pense que c'est vraiment des moments fabuleux, mais il faut pouvoir, à un moment donné, se dire stop, maintenant je m'en vais, je laisse la place à d'autres, à des jeunes. Je laisse la place à d'autres citoyens et d'autres citoyennes parce que les places sont comptées en politique. Et puis, la politique, ce n'est pas simplement avoir un mandat politique. Moi, j'ai quitté la politique il y a 2 ans, je continue à faire de la politique. Mon livre est politique. Vous êtes toujours militante, c'est ça? Écrire, c'est politique. Militer, c'est politique. Donc oui, il y a une vie après la politique et il y a aussi une vie personnelle et il y a une vie familiale aussi. Ouais. Alors, rapidement, Paul Grosjean et Selwa Boujour. Je trouve que c'est intéressant que ce soit 2 femmes qui disent qu'elles se sont engagées en politique parce qu'elles voulaient porter un message, un combat, mais que ce n'est pas un métier. Et je crois qu'il y a une approche, enfin, c'est à mon avis plus féminine justement, qui est plus pour l'intérêt général que simplement je vais faire un métier. Et la preuve, c'est qu'après, elles sont capables d'arrêter, tandis qu'il y a des hommes qui sont incapables d'arrêter. Donc je trouve ça intéressant. C'est loi. Mais il y a quelque chose que vous avez dit, Fatoumata, qui était absolument intéressant. Vous avez eu du mal à entrer en politique. Du coup, moi, c'est plutôt une question que j'aimerais poser à notre invité. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu autant de difficultés à entrer dans ce monde-là ? Parce que vous le racontez dans votre livre. Oui, parce qu'en fait, ça n'a jamais été un projet de vie, la politique. Moi, j'ai souvent été là où la vie m'a guidée par rapport justement à mes engagements. Et moi, en 2007, on est venu me chercher lorsque j'étais président Ni Pute Ni Soumise pour me présenter aux élections, c'était au Sénat. Et là, j'ai refusé parce que je n'étais pas prête du tout à faire de la politique. C'était déjà Olivier Minguin qui était venu vous chercher. Tout à fait. Et donc, j'ai décliné l'offre. Il a fallu 1 an et demi en consultant mes amis, mes proches, qui me disent, écoute, voilà, vas-y, tu feras ce que tu fais autrement. Et je suis rentrée en politique avec la bannière, effectivement, des droits humains, du féminisme, et j'ai continué ce combat. Donc, pour moi, c'était pas évident d'y entrer, parce que, justement, je n'étais pas là au portillon à attendre qu'on ouvre la porte pour y entrer. Alors, dans votre livre, dans la peau, la voix d'une rebelle, dans la peau d'une rebelle, je pourrais dire, c'est vrai, la voix d'une rebelle, en tout cas, là, votre livre est déjà paru et il se trouve déjà dans les librairies, mais vous expliquez tout ce trajet et notamment, je trouvais, ce qui est intéressant, c'est vous parlez, à un moment donné, au début vous êtes parlementaire de l'opposition, puis vous devenez parlementaire de la majorité. Alors au début, vous faites marcher sur le pied par les collègues qui déposent les textes à votre place, et après, vous faites marcher sur les pieds par finalement le gouvernement, parce que le gouvernement veut pas qu'on l'attaque, il veut pas que ses parlementaires l'attaquent. C'est la vraie raison de votre départ ? Ah non, pas du tout, il y a plein de raisons de mon départ. D'un autre côté, franchement, je serais restée encore 1 mandat ou 2, j'aurais posé les mêmes questions parlementaires, j'aurais eu les mêmes réponses qui m'auraient été servies. Donc le sentiment de faire du surplace, n'importe quel boulot que l'on fait dans la vie, au bout d'un moment, en général, on a envie de partir si on a envie de faire autre chose. Mais ceci dit, j'ai eu la chance de faire 2 mandats, effectivement, dans l'opposition et la majorité. Et si je devais caricaturer, pour moi, l'opposition, c'est cause toujours, parce que l'opposition peut effectivement interpeller sur tout, faire feu de tout bois. Et la majorité, c'est un peu ferme ta gueule, dans le sens où il faut respecter les accords de majorité, il faut se taire quand il ne faut pas trop bousculer les positions du gouvernement, de la coalition, il ne faut pas trop interpeller nos ministres pour ne pas trop les embêter. Par contre, on peut aller de tout bois pour d'autres ministres. Et c'est vrai qu'on est quand même assez cadenassé. C'est quand même un monde où il y a tellement de normes, le temps de parole, le délai de dépôt des textes, et finalement la spontanéité, elle n'y est plus tellement. Et puis à un moment donné, et ça j'ai découvert en politique, c'est que tout ce qu'on fait, on ne fait pas à décortiquer.
Et donc, votre liberté de parole, votre liberté est vraiment difficile parce qu'on a peur, on vit avec la peur de se prononcer, de ne pas se prononcer. Et puis à un moment donné, on se rend compte que moi, personnellement, je me suis sentie souvent en porte-à-faux au Parlement, porte-à-faux par rapport à mes combats, à mes engagements, que ce soit la laïcité, la question des LGBTI, des droits des femmes, par rapport à mes communautés supposées d'appartenance. Parce qu'on suppose que vous devez porter vos voix auprès de vos communautés, alors que celles-là même ne sont pas toujours sensibles à vos combats. Ben justement, parlons de cet aspect-là des choses, parce que vous avez en commun ce passé politique, intéressé toutes les deux, surtout par le Parlement régional, bruxellois, mais vous êtes aussi toutes les deux femmes issues de familles étrangères et de culture musulmane. Comment s'est passé votre trajet, Fatia Saïdi? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a permis de sortir d'une condition, peut-être qui n'était pas au départ pas faite pour faire de la politique, et qui vous a permis quand même d'entrer en militance et en politique? Vous avez commencé chez Écolo, il faut le signaler. Moi, j'ai commencé mon parcours politique en 1999 parce que j'ai souhaité, à un moment donné, faire de la politique. Comme Fatoumata, je venais du monde associatif. Et à un moment donné, je me suis dit, je dois changer les leviers. Et pourquoi pas la politique. Lorsqu'on est une militante, il y a la militance associative, certes, mais on se dit, on va aussi s'exprimer dans le monde politique. Et est-ce que j'ai été désabusée par la politique? Non, je n'ai pas été désabusée par la politique. Ma question est plutôt de savoir, est-ce que vous avez eu des obstacles supplémentaires parce que vous étiez à la fois une femme et issue d'une minorité? Ah oui, est-ce que j'ai été victime d'une... Défavorisée, quoi. D'une double... une double peine. Écoutez, déjà en tant que femme, lorsque vous faites de la politique, vous le sentez clairement que vous êtes une femme, et ça, on vous le fait... Si vous ne l'avez pas senti, on vous l'expliquera très rapidement. Ça, c'est la première chose. Et vous devez être armé. Je veux dire, on n'est pas non plus des victimes. Lorsque vous faites de la politique, vous savez à quoi vous devez vous attendre. Donc, vous vous armez, vous vous corsetez. Mais lorsque vous êtes issu de culture musulmane ou d'une autre culture ou d'un autre culte, oui, je pense que très souvent, on vous renvoie... on vous assigne à votre identité. Ça s'exprime de différentes manières, mais je pense que là aussi, lorsqu'on s'affirme, lorsqu'on dit, écoutez, je ne suis pas complexée par rapport à ma culture, j'ai plusieurs atouts que je peux mettre en œuvre, il y a la langue, il y a la connaissance de la double culture, etc., etc. Mais lorsqu'on on vous envoie chaque fois dans votre niche parce que c'est là que vous êtes le mieux, là, c'est non. Là, ça devient vraiment discriminatoire. Lorsqu'on vous dit, toi, tu vas aller à Molenbeek parce que tu es d'origine maghrébine pour faire la campagne, tu as juste envie de dire non, moi je vais à Uccle. Oui, mais vous avez eu envie de dire non, mais vous n'avez pas pu dire non. Si, j'ai pu dire non, et j'ai souvent dit non, en tant que femme d'abord, et en tant que femme d'origine étrangère. Et puis vous avez aussi le regard de la population. Ça n'a pas toujours été très... Aujourd'hui, oui, et c'est ça qui est vraiment... On tape souvent sur notre petite Belgique, mais je crois que notre Belgique est quand même aussi un pays exemplaire en matière de diversité et en matière de politique, ne l'oublions pas. Vous avez plus fait de la politique, c'est ça que vous voulez dire. Et puis aujourd'hui, regardez quand même notre personnel politique, il est quand même largement diversifié, représentatif de notre région, représentatif de notre pays, et donc ça, je suis vraiment très très fière d'être belge, mais au niveau de la population, il y a quelques années, ce n'était pas tout à fait évident non plus. Lorsque j'étais échevine, j'étais la première échevine de l'histoire de ma commune, d'origine étrangère. Je vous assure que j'ai dû batailler, et pas batailler de manière agressive, mais expliquer, avoir de la patience. Juste 2 petites minutes pour vous raconter une petite anecdote très sympathique. J'étais un jour dans les corridors de ma commune et il y a 2 personnes âgées qui passent. Je les salue très poliment. Bonsoir, mesdames. Et bonsoir. Et j'entends qu'elles se disent l'une à l'autre, Madame est échevine. Et l'autre lui dit, mais non, elle n'est pas échevine.
Elle est étrangère. Alors Fatoumata Sidibé, vous êtes arrivé le même genre d'histoire. On vous a aussi envoyé dans des réunions où il y avait plutôt une population d'origine congolaise. Hein, on vous a aussi assigné. Et est-ce qu'aujourd'hui, vos positions en pointe sur la laïcité, ça vous a posé aussi des problèmes auprès des électeurs ou du parti? Écoutez, moi, je sais d'où je viens. Donc, je viens d'un pays... Vous venez du Mali. Donc, je suis de culture musulmane, 90% de la population est musulmane, avec un islam aujourd'hui, malheureusement, qui était très ouvert, mais qui est rétrograde, avec la montée d'un islamisme qui est quand même rampant. Et donc, moi, je vis vraiment cela parce que je suis encore très proche de mon pays et j'y vais régulièrement. Donc, moi, ce combat que je le porte depuis que je suis petite. Hein. J'étais appelée poudre de piment, comme ma mère m'appelait ainsi. Et donc, ce combat-là, la laïcité a toujours été quelque chose pour moi de fondamental. J'étais laïque avant d'être... savoir mettre des mots dessus. Et ce combat-là, on est venu me chercher aussi pour ce combat. Pour moi, être femme d'origine étrangère n'a pas du tout été un frein. Ça a été, je pense, effectivement une ouverture qui m'a été donnée pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. C'est vrai que j'ai porté ce combat-là. Je suis encore fermement attachée à la laïcité. Pour moi, c'est quand même un oxygène pour la démocratie. Et je pense que ce combat que j'ai mené était difficile parce qu'aujourd'hui, on le voit encore, aucun parti, aucune coalition n'est en même d'avoir un discours pratique et concret sur le terrain. Et aussi, à un moment donné, tant qu'on est dans l'opposition, on peut effectivement crier ses engagements laïques. Mais une fois dans la majorité, ce n'était pas l'accord de majorité. Et donc, moi, je me suis retrouvée effectivement... à écrire des cartes blanches pour pouvoir continuer à exprimer mais ça ne correspondait opinions. pas nécessairement à la ligne... Pas du tout, mais c'était ma ligne de conduite. Et moi, je n'ai pas failli là-dessus. Je n'avais pas envie de me taire sur des sujets aussi essentiels qui faisaient partie de mon ADN et pour lesquels je m'étais aussi engagée. Et aujourd'hui, je reste fermement attachée à ces valeurs. Et encore une chose, aujourd'hui, la course à l'électoralisme s'est transformée en communautarisme, où finalement, on va chercher non plus des citoyens, mais des communautés, avec toutes les dérives que ça peut comporter en termes de fractionnement. Et moi, je pense qu'il est temps vraiment qu'on puisse former un socle commun, parce que franchement, les pays qui ne sont pas laïques, c'est là où il y a le plus d'atteinte aux droits humains. Ce n'est pas dans la démocratie. Selwa Bougeot, vous vouliez ajouter quelque chose sur la visibilité des minorités, je crois. Oui, mais en fait, il y a... un élément sur lequel j'aimerais rebondir, qui finalement est en commun par rapport à vos deux récits, c'est le fait d'être cantonné à un certain public ou à certains sujets quand on est issu d'une certaine communauté étrangère. Et j'aimerais faire un parallèle avec le monde journalistique parce que j'ai fait mon mémoire sur les violences verbales contre les femmes journalistes dans les rédactions. Et il y avait un volet intersectionnel dans ce mémoire où j'ai interrogé des femmes d'origine étrangère qui avaient aussi le sentiment parfois d'être cantonnées à certains sujets par leur appartenance religieuse ou par leur appartenance communautaire, par exemple. Et on leur demandait d'aller dans certains quartiers ou de faire certains sujets qui concernaient des mosquées parce qu'elles étaient supposément aussi, parce que c'est pas parce qu'on est d'origine maghrébine, par exemple, qu'on est musulman ou musulmane. Donc on les cantonnait. C'est quelque chose que j'avais envie de souligner. Parce mais que ici, c'est pas le cas. Vous parlez de tout, vous. Comment ? Non, ici pour l'instant pas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc ici, j'ai la chance de pouvoir analyser l'actualité et de pouvoir analyser plein de sujets différents. Mais effectivement, c'est quelque chose qui existe malheureusement, et je pense que ça dépasse même la politique et le journalisme. Oui, si je peux me permettre. Oui, très rapidement. Écoutez, moi, je fais de la peinture, j'ai pas des masques, mais parfois je fais des visages de femmes européennes. Puis on me dit, mais enfin, ça va pas, il y a un problème. Elle n'est pas africaine. Donc quelque part, il y a comme une assignation à ne faire que ce qui vous ressemble. Or, ce qui me ressemble, ce n'est pas ce que je suis. Non. En tout cas, merci de peindre des masques, parce que vous nous avez déjà habitués aux masques. Merci à vous. On passe au coup de cœur. Selwa, on commence avec vous. Vous avez créé un safe space au We Love Bruxelles. Dites-nous en plus là-dessus. Voilà, donc j'ai créé un safe space, comme vous l'avez dit. Je l'ai créé juste après le confinement, donc en été. C'est un sujet, un projet. En fait. Donc c'est... un safe space, donc c'est un concept qui a émergé aux États-Unis dans les années 60 il me semble, et c'était notamment quelque chose qui a émergé au sein des communautés LGBTQIA+. C'est donc un espace de rencontre et d'échange où on peut discuter de sujets qui sont tabous, et en général ce sont des endroits où on va se réunir, mais qui concernent majoritairement les minorités, où elles peuvent discuter dans un espace sécure des sujets qui les concernent sans
que leurs propos ne soient déniés. Par exemple, c'est un safe space qui concerne les femmes, les jeunes femmes, et on le voit régulièrement dans les médias, par exemple, quand une femme va dénoncer une discrimination qu'elle va subir ou qu'elle revendique ses droits, parfois il y a des discours qui viennent dénier ou qui viennent minimiser, réduire ce qu'elle dénonce. Et bien ici, justement, c'est un espace où on peut s'exprimer librement de tout un tas de sujets tabous, la sexualité, la religion, les relations toxiques parfois qui sont dans notre entourage, les relations toxiques avec les parents. Quel jour, quelle heure ? Alors c'est le vendredi, tous les vendredis à Wheel of BXL à Molenbeek de 18 à 20h. Et pour s'inscrire, il faut tout simplement aller sur mon compte Instagram et cliquer sur le lien dans ma bio. Voilà, ce sera plus simple. Paul Grosjean, vous voulez nous parler d'une chose extraordinaire, un ouvrage d'art en plein bois de la Cambre. Absolument, donc c'est un architecte, Philippe Verdussen, qui a son cabinet Archi 2000 dans le bois de la Cambre, dans les anciennes écuries de la ville de Bruxelles, et qui tous les jours forcément vient dans le bois de la Cambre dont il est amoureux, et avec toute une jeune équipe qui arrive à vélo, etc. etc. Et fin de l'année passée, in tempore non suspecto, pour les 30 ans du cabinet, ils se sont intéressés à des projets de ville, et ils ont élaboré, avec toute la force de frappe évidemment d'un cabinet d'architectes, un projet qui est assez novateur, qui est assez esthétique et qui est consensuel. Et l'idée, ça existe déjà ailleurs, c'est de faire une passerelle en bois, plus ou moins au-dessus du bois de la Cambre pour les piétons et les cyclistes. Donc il y a un aspect esthétique, je tiens, et donc il y a eu des plans qui ont été faits, etc., parce que le bois de la Cambre, évidemment, ce n'est pas une surface plane. Et donc l'avantage de cette formule, entre guillemets, c'est que ça pourrait réunir tout le monde, si je puis dire. En plus, c'est un projet esthétique, et il est temps qu'on parle aussi de l'esthétique, puisque le bois de la Cambre est un monument, enfin, est un endroit classé, donc ça on l'oublie un peu trop souvent. D'ailleurs, si vous allez dans le bois de la Cambre, vous allez voir des horribles blocs en béton qu'on jette comme ça en une nuit pour Paul Grosjean, faire vous des laissez les voitures rouler dans le bois là quand même. L'idée justement, c'est d'éviter que les vélos et les voitures ne se croisent justement, ce qui est le cas donc, les encore voitures, maintenant. Les voitures en bas et les vélos sur la passerelle. Voilà, on peut le voir comme ça. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour les experts.